Salut à tous, bienvenue dans SJEVO sur StreetJab TV. SJEVO, c'est la série de vlogs épisodiques sur les projets passés, en cours ou à venir. Aujourd'hui, on commence avec l'épisode 1, le chantier de la Mazda 323F BGGT 92 qui a été sauvé, détuné pour être transformé en pistarde puis en donneuse. Les tenants, les aboutissants, les anecdotes et les prix, c'est tout de suite dans SJEVO, juste après le générique. Allez, contact. La Mazda 323F BGGT 92 que j'ai acheté pour 600 € à l'époque. Alors oui, c'était pas cher, oui, il y avait de l'argent dedans, mais c'était d'extrême mauvais goût. D'extrême mauvais goût et anti-performance. Ce qui, à l'époque, ne me dérangeait pas, puisque moi, je voulais récupérer la mécanique pour la swapper dans ma 1.6. Le truc qui s'est passé, le changement de projet que j'ai eu, c'est que une année, en 2011, je suis allé voir un ami qui tourne en Corvette, en dragster, et je me suis dit, il y avait une catégorie qui est accessible un petit peu à tous, qui s'appelle les Run What You Want, donc RWYB, regardez sur internet. C'est une catégorie qui permet, pour ceux qui sont déjà avertis, de travailler leur chrono, parce qu'en dragster français, je rappelle, le but n'est pas d'arriver devant l'autre, mais bien d'arriver tout le temps dans les mêmes, le plus proche de son estimation de chrono possible. Donc ça permet aux meilleurs d'affirmer, de mettre au point leur réglage et d'être sûr de leur chrono avant de s'engager là où ils peuvent être éliminés. Et pour les amateurs, comme nous c'était à l'époque, ça nous permettait de s'engager avec la voiture. On peut s'engager avec la voiture de Monsieur Tout le Monde à partir du moment où elle n'est pas dangereuse pour les autres, niveau fuite ou niveau, on va dire, intégrité du châssis. Donc, au moment où je vais voir cet ami qui tourne en drag et que je vois que c'est accessible et que c'est pas très onéreux pour participer, je me dis, bah écoute, je vais garder ma 1.6 pour rouler, pour les déplacements ou quoi, et la 1.8, vu que déjà il y a un gros chantier de restauration à faire dessus, et ben on va la transformer en pista. Gros chantier à faire, oui, parce que cette voiture a été massacrée, j'ai envie de dire, pensée dans une optique plus esthétique, entre guillemets, mais à chacun ses goûts, mais pas de performance. Il faut savoir qu'elle était tellement lourde qu'elle ne décollait pas avant 7600 tours. Pour une voiture qui en prend 7009, ça fait léger. Donc il a fallu d'abord la détuner. Et là commencent vraiment les emmerdes. Pourquoi les emmerdes? Parce qu'on s'est rendu compte que des élargisseurs d'ailes avaient été posés à la vis à bois, que donc les ailes avaient rouillé, que les bas de caisse, les bas de caisse c'est un chapitre mémorable. Les bas de caisse, pour vous faire un schéma, les bas de caisse, prenez la voiture, ils avaient été fixés sous le châssis, jusque-là, enfin sur le côté du châssis, jusque-là normal, mais il y avait un support donc en grillage, oui, du grillage, qui servait je ne sais pas à quoi. Le bas de caisse était posé dessus, ça avait été lissé à la choucroute, hein. Puis une plaque de tôle avait été rivetée sous le châssis et sous le bas de caisse pour faire la jointure, certainement, j'en sais rien. Toute la voiture avait été tunée dans cet esprit-là. La plage arrière était énorme, avec 4 subs dessus, des jantes en 16 arbettes qui pesaient un âne mort chacune. Le capot était tellement fibré, donc il y avait des prises d'air mises dessus. Il avait tellement été fibré, choucrouté qu'il était assez solide. Nous, une fois, on a chargé une CBR dans une camionnette. On s'est servi du capot pour la charger et à aucun moment le capot n'a ne serait-ce que crépité ou machin. Pas de souci, c'était du solide. À mon avis, ça a été fait au béton. Au béton, ouais, il y a moyen. En tout cas, voilà, il a fallu la détuner. Donc, à ce moment-là, j'ai quelqu'un qui a intervenu, un ancien carrossier, et puis quelqu'un qui venait, qui avait fait partie d'un groupe Volkswagen, qui lui restaurait des coques à l'époque, est venu, et avec le matos qu'on avait au local, à l'époque, qui était
assez obsolète, m'avait sauvé, avait pris des ailes sur une donneuse et m'avait greffé des ailes sur ma GTI. Déjà, elle commençait à retrouver une gueule. Il faut savoir que, pour la petite anecdote aussi, moi quand j'ai voulu enlever les bas de caisse, j'y allais de toute ma force, avec le pointu d'un marteau, en tapant sur les bas de caisse pour réussir à les perforer et les arracher par méthode de levier. Ça y est, vous visualisez un petit peu le tableau? On en a vraiment chié pour la détuner. Tout était extrêmement lourd, était renforcé, et puis en plus d'extrême mauvais goût, puisque tout l'intérieur avait été parsemé, y compris les baquets et les harnais, d'un bleu ciel aux petits oignons. Vraiment dégueulasse à gerber, mais bon. S'il y a deux trucs que je pouvais trouver d'à peu près bien, et encore c'est discutable, c'est l'abri de télécommandé dans l'habitacle pour commander la sonorité de l'échappement, ouais, à la limite, et la barre anti-rapprochement qui là, oui, en l'occurrence, ça apporte à des voitures d'avoir une barre anti-rapprochement. Donc, ce carrossier me retape les ailes. Dans la précipitation, puisqu'on allait participer en 2012 à notre première course, à notre premier week-end de course, on remonte la voiture avec 2-3 donneuses qu'on avait de 323F BG. Donc c'est un Harlequin, vous le voyez sur la photo. Ça c'était en 2012. Par la suite, la voiture, on a participé à d'autres courses et à d'autres événements, donc il a fallu, comment dire, uniformiser un petit peu sa couleur. Donc on l'a barbouillé, fini même à la bombe sur les ailes arrière en noir, histoire que grossièrement de loin dans le noir, ça passe inaperçu. De là, j'ai démarché et j'ai obtenu des sponsors qui étaient la carrosserie de Antoine Hameau, je vous les recommande, KS Auto Hameau et Proinox Dreux. À savoir que Proinox Dreux, l'ancienne équipe, et j'ai eu comme sponsor aussi Proinox Dreux, la nouvelle équipe. D'ailleurs, je fais un coucou à Sarkal. La voiture est passée dans les ateliers de la carrosserie de Antoine et a reçu dans un premier temps un blanc nacré. Alors, dans le nacre, il y avait une légère couche de bleu. C'était un blanc nacré qui leur restait d'autre chose. C'était pas super tape à l'œil et ça donnait même plutôt bien. J'étais assez réticent quand ils m'ont dit ça au début. Mais non, au final, vous le voyez sur les photos, ça donnait plutôt bien. Par la suite, la voiture, j'ai continué de la faire évoluer. J'ai mis de la pièce, ça on y reviendra dans le chapitre pièce auto, équipement pièce. De là, je lui ai mis un capot noir. Pourquoi le capot noir? Trois raisons. La première, c'est que c'est un courant de mode qui est pas mal répandu dans les japonaises. Blanc, capot noir, ça se fait pas mal. La deuxième, et non des moindres, c'était certainement la plus importante, c'est qu'un capot noir, un capot noir sur une voiture blanche permet d'éviter cet effet d'aveuglement que procurent les reflets du soleil sur le capot blanc, sur le pare-brise. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous mettez sur vos tableaux de bord en plein soleil une feuille de papier, vous allez voir que ça reflète et que ça obstrue la visibilité. Et nous, en drague, en plus, avec le sapin de Noël, il faut être très attentif, donc vous ne pouvez pas se faire déconcentrer par notre propre capot. Donc on a mis ce capot noir, et puis la troisième raison, c'est que je voulais ce style-là sur cette voiture, c'est tout. Donc voilà, elle est passée en blanc capot noir, je l'ai équipée avec des jambes d'MX5 que j'ai fait repeindre en blanc. Ouais, il y avait pas mal de choses de fait. Concernant les pièces mécaniques, quand on a commencé, on avait simplement un cône et une bobine d'allumage MSD Blaster 3, c'est tout. Et déjà à l'époque, elle a mis des fessées plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que partir en DA, c'est pas si simple que ça, d'autant que c'est pas la même façon de partir sur un Atmo, sur un turbo ou sur une voiture à compresseur. Et encore là, il y a encore des différences, des sous-catégories selon les voitures que c'est, tout simplement, les cylindrées, tout ça. Donc cette voiture a mis pas mal de fessées, en partie grâce au perfectionnement des techniques de mon frère en drague, et puis aussi au fait que c'est un moteur qui a un très bon potentiel prépa et qui est sous-exploité par la marque en fait au départ, puisque c'est un moteur qui vient des versions turbo et qui a été privé de son turbo, donc il a un faible taux de compression. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le repasser en turbo sans trop de modifs, en restant raisonnable sur les pressions de turbo, bien évidemment. Donc on a commencé avec le cône et la bobine, et par la suite, à la fin, avant que tout ça, avant que je récupère les pièces intéressantes pour mettre sur le prochain projet, que vous verrez dans l'épisode 2, j'avais mis une paire d'arbres à cam 4 cams stage 1,
J'avais mis des faisceaux OML Platinum, des faisceaux d'allumage en 10 mm. J'avais mis une pompe à essence Wellbro 255 litres heure. Et j'avais retravaillé la tubulaire d'admission. J'avais mis une Pro Inox avec un collecteur custom basé sur la MX5, parce que c'est le même moteur, sauf que le moteur de la MX5 est en longitudinal et celui de la 323 en transversal. Il a donc fallu retravailler le collecteur. Pro Inox me l'avait fait à l'époque, me l'a refait sur celle d'après. Ils m'ont transformé le collecteur, ils m'ont fait la ligne complètement dégagée, et donc j'avais ça en plus sur la voiture. Et tout à la fin, on avait ajouté avec mon pote à la Corvette un Grady E-Manage Ultimate qu'on avait programmé complètement au pif, enfin à tâtons on va dire, pas au pif. On avait essayé en ajoutant des valeurs d'avance à l'allumage, de temps d'injection. On avait essayé en essayant d'écouter s'il n'y avait pas de cliquetis en faisant des tests et tout. Et faut savoir que le Grady E-Manage Ultimate est un piggyback. Il est dans les boîtiers programmables, du moins dans ce genre de dispositif, vous avez les piggybacks qui eux vont servir à mettre des valeurs de correction dedans, qui vont aller corriger les valeurs de l'ECU. Donc il y a un temps très court de latence de calcul, là où au moment où l'ECU va vouloir injecter ses valeurs d'origine, enfin effectuer ses valeurs d'origine, et où le piggyback va lui dire non non attends tu fais ça. Et les gestions programmables dites standalone, où là c'est directement un nouvel écu que vous programmez selon vos besoins. Donc on avait mis ça, et n'ayant pas les valeurs d'usine, d'origine de cette voiture, on a dû aller à tâtons, et il se trouve que ça a porté ses fruits, parce que la voiture qui était donnée, je rappelle, pour 128 chevaux par le constructeur, euh, à la fin on sortait 136, avec finalement très peu de pièces et très peu d'expertise là-dessus. 136 chevaux par rapport à soi-disant 128, c'est pas mal. Pourquoi je dis soi-disant? Pas que les Japonais soient réputés pour perdre de la puissance avec les années, des fois c'est même le contraire. C'est surtout que la voiture avait une segmentation elle avait la segmentation dans le sac, les joints de queue de soupape, elle avait quand même bien vieilli. Et oui, le bloc avait 260 000, et vu comment elle était tunée avant, on était en droit de se dire que l'ancien propriétaire n'a pas fait les choses comme il fallait. Donc le bloc avait encore avait sa compression toujours, j'ai fait les tests de compression, mais il faut savoir que déjà, il y a beaucoup de voitures, et essentiellement, on va dire, dans les blocs de ces années-là chez Mazda, qui étaient donnés avec un petit peu à la surenchère, à peu près de l'ordre de 7 à 10 chevaux. Voilà, quand on les passe au banc, vous comptez à peu près 10 chevaux de moins. Ça, c'est chaque constructeur qui fait à sa sauce. Il y en a même qui trichent en annonçant plus ou moins de chevaux pour passer à la pollution, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des magouilles de constructeurs. Bref, si on évalue ce déficit par rapport aux choix annoncés, on peut se dire légitimement que la voiture est passée de 120 à 136, ce qui est vraiment pas dégueulasse du tout sur un Atmo. Tout à la fin, j'avais rajouté un régulateur de pression d'essence. Donc, je récapitule. Grady E-Manage Ultimate, Arbracam Stage 1, pompe à essence, faisceau, bougie, Iridium, NGK. Embrayage à la fin stage 2, volant moteur allégé Fidanza, ligne d'échappement, collecteur, et puis régulateur de pression d'essence. Ce qui n'est pas dégueulasse. C'est pas énorme en soi, il y avait le cône aussi. C'est pas dégueulasse en soi, mais c'est pas non plus sur un Atmo, c'est pas ce qui va vous faire gagner 50 chevaux. C'est pour ça que je dis que ce gain est vraiment pas mal. Et sur la courbe du banc de puissance, elle montait jusqu'à à peu près, je crois, 7005 de mémoire. Donc là, ouais, on avait quelque chose de plutôt sympa. La voiture, au final, quand elle commençait à avoir pas mal de pièces et à être bien équipée et à donner pas mal de résultats, je m'en suis servi de donneuse, parce que il faut savoir que le châssis n'était pas sain. Que quand le tout premier carrossier m'a ressoudé les ailes avec le poste à souder un peu merdique qu'on avait, n'avait pas pu aller meuler et reponcer les soudures dans l'intérieur de l'aile arrière, et que donc il m'a dit serre-t'en de cette voiture, mais ne la garde pas trop longtemps, parce que de toute façon ça va rouiller, ça va rouiller derrière, donc voilà. Donc j'ai pris la décision de la swapper, de swapper ce moteur, tout en lui faisant une prépa entre les deux beaucoup plus sérieuse, dans mon Astina, que vous verrez dans le chapitre 2.
Et cette 323 FB GTI, c'était un beau projet. J'ai fait mes premières armes dessus. On a fait nos premières armes dessus. Et j'ai appris énormément de choses sur Mazda, sur les moteurs, sur la mécanique. Ça s'est poursuivi avec l'Astina, la Familia. Je vous parlerai aussi d'autres voitures que j'ai eues, comme la RX-7, que j'ai pas gardé longtemps. Euh, y a eu des projets abandonnés aussi. Tout ça, ça sera dans un prochain épisode. Je pense que je vous ai tout donné comme information. Franchement, il y avait du lourd. C'est surtout les illustrations qui vont parler d'elles-mêmes. J'espère que ce format vous plaît. J'espère que c'est pas trop long, que c'est pas trop indigeste. J'espère que j'ai bien cadré parce que ça fait une plombe que je parle et que je sais même pas si c'est bien cadré. Je suis tout seul à filmer. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans SJ Evo épisode 2 qui sera consacré ce coup-ci à la Mazda 323F Astina BA, donc de 96 celle-là, ou 95, parce que j'ai deux BA, et donc il y en a une de 95, une de 96. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. À la prochaine dans SJ Evo pour le prochain épisode, pour le prochain chantier. Une Mazda qui devrait faire dans les 130 chevaux simplement face à la Golf Versys numéro 903. On va retrouver les renouveaux dans quelques minutes. Confrontation entre la Porsche GT3 et